Nous avons vu ce matin, et notamment dans la note, le rapport de Bloomfield, que le secteur secondaire représentait 23% du PIB, le secteur primaire 13% et le secteur tertiaire 40%. Notre focus est bien entendu sur le secteur secondaire pour des raisons qui ont également été énoncées ce matin. Ce pourcentage ne laisse pas transparaître la part du PIB des produits manufacturés, donc de l'industrie, en dehors de l'industrie extractive, qui a un poids très important dans le secteur secondaire. Mon avis est qu'après ce que nous avons traversé pendant la période de Covid, nous avons tout intérêt à nous intéresser à cette portion justement, parce que la vie, en tout cas les stress que nous avons subis, nous ont démontré qu'il fallait un minimum d'autonomie et que ce modèle que nous avons d'importer une grande majorité des produits finis que nous consommons pouvait avoir des limites. Et nous avons vraiment eu des crises à répétition. Et je pense que l'année 2020-2021, qui s'est terminée ensuite avec la crise de l'Ukraine qui a entraîné l'inflation, n'oublions pas que nous avons eu la fermeture du canal de Suez, donc nous avons été hautement éprouvés. Et pendant cette période, nous nous sommes tous dit, nous n'avons pas d'industrie textile, nous ne pouvons pas fabriquer des masques, nous ne pouvons pas... il y a des produits qui doivent passer par le canal de Suez et on a des retards. Nous espérons que nous allons changer un peu de stratégie et pouvoir mettre en place des infrastructures, mais surtout voir émerger des usines qui vont fabriquer des produits finis que nous pouvons consommer. J'avoue que pour l'instant, je ne suis pas sûre d'avoir vu des champignons d'usine pousser. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la stratégie, qu'est-ce qui manque. J'ai quelques idées, notamment le financement, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi le sujet d'avoir des entrepreneurs locaux se transformer en industriels. Le commerce est extrêmement important, mais qu'est-ce que nous faisons quand nous avons besoin d'investir un peu plus de capital pour mettre des usines en place? Alors, je vais commencer par vous, Monsieur le ministre Billon. Notre industrie, jusque-là, a laissé une grande place à l'industrie extractive, mais également à la transformation, mais à la première transformation, pour tout ce qui est produits agricoles notamment. Madame la ministre Kabaniale ce matin nous a annoncé et nous a dit que la transformation locale est importante, que nous avons une première transformation de cacao, de cajou, que les stratégies ont été porteuses et que maintenant nous transformons 50% de nos denrées exportées. Bon. En posant le cadre, moi c'est très bien et il faut continuer, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de votre grande connaissance de la stratégie ivoirienne, des PND, du programme que vous avez vous-même mis en place, le programme Phoenix à l'époque, qui s'est répété sous des noms différents, mais qui finalement avait le même objectif? Quelle était la stratégie derrière? Quelle est la stratégie aujourd'hui? Quelle devrait être la stratégie de la Côte d'Ivoire pour que le secteur secondaire contribue pleinement au développement économique? Merci. Bon, je ne peux pas parler, je peux pas vous dire que je suis l'expert en industrie, mais je peux vous dire une chose, en tant qu'industriel, le principal facteur de développement de l'industrie, c'est la compétitivité. Or, notre économie n'est pas suffisamment compétitive pour attirer des industriels. Vous avez dit, je pense au financement, un financier ne va pas vous financer s'il sait que l'environnement n'est pas favorable. Donc ce n'est pas lui le facteur le plus déterminant. C'est d'abord notre économie nationale, est-elle suffisamment compétitive pour que l'on puisse développer une industrie? Alors, c'est important pour nous de développer une industrie. Si on veut être un pays développé demain, il faut qu'on soit d'abord un pays industrialisé. L'autre nom du pays développé, c'est le pays industrialisé. Si vous n'êtes pas industrialisé, vous n'êtes pas développé. Sauf si vous êtes suffisamment riche en minerais comme certains Émirats pétroliers,
qui peuvent tous acheter du jour au lendemain. Mais bon, ce n'est pas notre cas, nous devons passer par l'industrialisation. Et pour passer par l'industrialisation, on doit être compétitif. Nous ne le sommes pas en Côte d'Ivoire, il faut le savoir. Il faut savoir que sur la Côte d'Ivoire, il nous revient, pour transformer la tonne de cacao, vous la transformez plus cher en Côte d'Ivoire, alors que nous sommes producteurs, nous sommes le premier producteur mondial, mais vous transformez la tonne de cacao plus cher en Côte d'Ivoire qu'à Singapour, à Berlin, à Paris, à Chicago et tout ça. Et en général, c'est pratiquement du simple au double, le gap de transformation. Malgré le transport, malgré le fret, malgré la distance, ça revient moins cher. Aujourd'hui, dans l'huile de palme, alors vous allez me demander, mais pourquoi ils le transforment ici? C'est pas parce que on est les meilleurs, non, c'est simplement pour sécuriser leur sourcing. Ils viennent dans le pays d'origine, ils transforment, sauf que leur bilan ne se calcule pas au niveau de la Côte d'Ivoire, mais par rapport aux produits finis. Donc ils viennent ici, dans le cacao en tout cas, pour sécuriser le sourcing. En ce qui concerne un autre secteur comme le palmier, eh bien le palmier à huile, j'ai demandé les chiffres tout à l'heure avant de venir, parce que quand on entrait dans le palmier à huile, c'est très simple. C'était pareil pour la tonne transformée, paradoxalement, 150 $ la tonne en Asie, 500 $ la tonne en Côte d'Ivoire. Hein, de transformation d'huile de palme brute. La tonne d'huile de palme brute en Côte d'Ivoire, on était à 500 $ quand nous on rentrait dans ce métier-là il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est à 793 à peu près dollars la tonne en Côte d'Ivoire, quand on est à 496 en Asie. La différence, c'est qu'on a peut-être gagné 50 $, mais bon, on reste avec 300 $ de différence. Et ce qui nous sécurise ici, c'est la distance, tout simplement. Mais si les Asiatiques veulent décider de mettre un terme à notre industrie huilière, c'est une volonté politique pour eux, ils peuvent très bien le faire en très peu de temps. Ils vont exporter, envahir notre marché et on ne pourra pas tenir. Ça veut dire que notre industrie va fermer. Donc le maître mot, c'est la compétitivité. On doit travailler sur la compétitivité. Après, on peut voir le coût de l'argent, on peut voir le coût des facteurs. Je pense qu'eux pourront en parler. Ça joue dans la compétitivité. Il y a un ensemble de facteurs, mais c'est intéressant que le panel précédent parlait de comment consolider la stabilité. Le premier des facteurs, il reste politique, hein, c'est la stabilité politique, et le facteur basique en termes de compétitivité, ce sont les institutions. C'est ce que regarde l'industriel. Il faut une certaine visibilité. S'il n'y a pas ça, il ne vient même pas. Après, il y a le facteur efficacité et le facteur innovation qui interviennent, mais nous n'y sommes pas encore. Maintenant, je vais laisser les autres parler du coût de l'argent et des coûts de facteurs qui ne sont pas négligeables. Mais pour terminer dessus, je peux vous dire que le kilowatt-heure coûte moins cher dans certains pays, c'est vrai, puisque il y a le directeur de la CIE qui est là. Et pour le coût de l'argent, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, je travaillais dans une usine de chocolat qui était, à l'époque où je travaillais aux États-Unis, qui était la deuxième usine la plus grande au monde en transformation de cacao. Elle avait coûté un peu moins de 200 millions de $ à l'époque, mais c'était un leasing sur 30 ans. Un leasing sur 30 ans pour une usine, si vous nous donnez à nous autres ces possibilités ici en Côte d'Ivoire, on pourra faire des miracles en termes d'industrie. Mais on n'a pas encore ça. Je reviendrai vers vous sur ça, mais effectivement, on va aller sur l'énergie parce que, de ma compréhension, nous sommes quand même pas trop mal lotis en termes de prix, de coût de l'énergie, du kilowattheure, même si j'entendrai des bruits en disant non, ça a augmenté de 20%. Oui, c'est vrai. Mais je vais quand même demander justement au DG de la CIE
Et de la SODECI, parce que l'eau, l'eau c'est également extrêmement important. Oui, mais il faut faire attention. Notre facteur de comparaison ne doit pas être les pays de la sous-région. Non, il faut se comparer à l'Asie, à d'autres pays qui, eux, sont compétitifs. Il faut faire très attention parce que souvent, on nous ramène aux comparaisons africaines et ce n'est pas du tout ça qu'il faut regarder. Il faut faire très, très attention. Voilà. Moi, je regarde les standards internationaux et je ne vous ai pas donné les chiffres du Ghana, du Nigeria et tout ça, mais je les avais. Le Nigeria, j'en parle même pas. Quand je vais parler ils sont à 1000 et quelques dollars pour l'huile de palme brute. Et le Ghana, c'est à peu près pareil que la Côte d'Ivoire. Mais le Nigeria, bon, ils sont 200 millions d'habitants, on y va, c'est un marché captif, ils ont d'autres façons de se protéger. Donc c'est autre chose. Mais de grâce, comparez-vous à la Malaisie, à l'Indonésie, aux États-Unis et tout ça, mais ne me ramenez pas à une comparaison avec le Mali ou le Niger pour dire qu'on est meilleur en kilowattheure, s'il vous plaît. Donc on va laisser le DG de la CIE justement écoutez, pouvoir nous répondre parce que... Alors, je vais joindre tout de suite réagir à cette question. Je vais vous parler de l'Éthiopie, je vais vous parler de l'Égypte. On peut considérer que ce sont des pays avec un niveau de développement quand même intéressant et dans notre ère stratégique, c'est partie de pays qui se positionnent en termes d'industrialisation. Aujourd'hui, ces deux pays, effectivement, on peut dire qu'eux, ils ont l'énergie qui est moins chère. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des avantages comparatifs naturels. Si vous prenez l'Éthiopie, plus de 90% de la production d'énergie vient de l'hydraulique. Ça, c'est parce qu'ils bénéficient de lacs dans des proportions très importantes. Et donc ça vous drive le coût de production à la baisse. Si vous prenez l'Égypte, ils produisent du gaz dans des proportions très importantes. Donc eux aussi, la quantité de gaz produit leur permet d'être à pratiquement 80% d'origine gaz. Donc en fait, le coût de production, il est drivé par le mix énergétique. Ça veut dire comment vous fabriquez votre énergie. Ça, c'est un élément naturel. Des pays ont des avantages comparatifs. Ensuite, maintenant, ce sont les choix dans le pays qui permettent d'optimiser ce potentiel-là. Et donc la Côte d'Ivoire se retrouve, comme vous le dites, vous ne voulez pas comparer par rapport aux autres. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux avantages qu'on a, on a aujourd'hui plus de 60% qui est produit au niveau du gaz. Donc on bénéficie de cet avantage-là, ce qui amène nos coûts dans cette trajectoire de pays à être donc relativement compétitifs. Si vous prenez les pays étrangers que vous avez indiqués, aujourd'hui vous allez en Allemagne, l'énergie coûte plus de 2 fois le prix de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont choisi d'aller sur du solaire, notamment en quantité très importante, c'est une décision, mais dans un pays où il y a un ensoleillement faible, bilan, le coût de production, il est très élevé. Donc si on prend les décisions prises qui sont de capitaliser sur nos atouts, eh bien on produit du gaz de plus en plus et de la capacité en gaz, on fait des centrales hydrauliques, donc on optimise par rapport à la nature notre coût de production. Ça, c'est pour la partie coût de production. Ensuite, vous avez au-dessus les coûts de gestion du réseau sur lequel on optimise donc le fonctionnement, on réduit les pertes. Aujourd'hui, si vous prenez le réseau de distribution, on a 8% de pertes. Les meilleurs dans le monde, c'est le Japon à 4%, 3,5% de pertes. Donc, quand vous arrivez à 8% de pertes, là où un certain nombre d'autres pays sont à 30%, 25%, vous avez un système qui est efficace. Donc, je voudrais quand même dire, le coût de production, il dépend de vos avantages, et c'est à vous maintenant de prendre les bonnes décisions et de faire les bons investissements pour aller au maximum de ce que ces avantages peuvent faire. Et ensuite, en termes d'efficacité dans la gestion du réseau, dans la commercialisation, là aussi, j'ai donné un exemple d'indicateur, mais on peut dire qu'aujourd'hui, sur de nombreux indicateurs, lorsqu'on nous compare, y compris avec des pays à un niveau très élevé, on arrive à un niveau d'efficacité quand même qui permet d'optimiser le coût de production. Maintenant, le deuxième élément, si je reviens à votre commentaire sur la compétitivité, il y a des analyses qui ont été faites. Quand on prend les secteurs industriels en Côte d'Ivoire, on a très peu de secteurs dits électro-intensifs. Les secteurs électro-intensifs, ce sont ceux pour lesquels le coût de l'énergie est une part très importante de leur coût de production. Ce qui veut dire que, quand on regarde la plupart des industries qui sont présentes en Côte d'Ivoire, l'énergie n'est pas le facteur numéro 1 qui rentre dans, dans la compétitivité coût, en tout cas de ces segments-là. Donc voilà, c'était simplement pour donner au niveau de l'électricité quelques éléments donc pour réagir à ce qui a été dit. Rajouter également dans le secteur de l'eau qu'on a l'avantage en Côte d'Ivoire de disposer quand même de ressources intéressantes. On va revenir sur l'eau, mais j'aimerais rester justement sur l'électricité, c'est important, parce que là nous sommes dans une stratégie de développement. Donc oui, aujourd'hui nous avons peut-être des industries qui ne sont pas très consommatrices d'électricité, mais parce qu'on n'en a pas suffisamment de toutes les façons. Est-ce qu'avec justement des évolutions technologiques, nous ne sommes pas contraints d'en avoir de plus en plus? Donc dans ce cas-là,
quelle est justement la réponse qui est apportée, qu'est-ce qui est mis en place en termes de stratégie pour que nous restions compétitifs en termes de coût de l'énergie, puisque ça sera utile. Si on veut passer de 23% à 30%, rien que ça, aujourd'hui ce sont des ordinateurs, dans les usines, tout est automatisé et ça fonctionne avec l'électricité. Alors, donc justement, sur ça, je voudrais répondre avec deux éléments. Le premier, c'est que la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez les segments les plus en croissance ces 5 dernières années, ce sont justement ces secteurs électro-intensifs. Donc, prenez le secteur des mines, on a plus de 10% de croissance en 5 ans, à la fois en nombre de personnes et en énergie consommée par an. Si vous prenez le secteur de la métallurgie, sidérurgie, pareil aussi, sont 2 des secteurs avec la plus forte croissance. Après, il y a le BTP. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Alors, parmi les solutions, il y a aussi l'efficacité énergétique. Parce qu'une partie de l'économie, c'est aussi de consommer moins. Si je prends le cas de Sodeci en tant que structure, oublions ce qu'on fournit, c'est-à-dire de l'eau potable, on dispose d'usines, on dispose de moteurs. On a mis en place une initiative qui a permis, sur un certain nombre de nos usines, de baisser les coûts, la quantité d'énergie de 36%, dans le meilleur des cas. Donc on est entre 20 et 36% de baisse du besoin en énergie. Parce qu'effectivement, on a mis des moteurs de nouvelle génération avec une efficacité, donc on appelle ça IE4, IE5, c'est des moteurs de dernière génération, eh bien ils sont plus efficaces. Donc vous économisez de l'argent. On a mis des asservissements, ça veut dire que des systèmes automatisés qui contrôlent la quantité de ressources au début, au milieu, à la fin, pour éviter de faire des pertes parce que ce n'est pas optimisé. Donc on peut, par l'innovation, la technologie, comme ça a été dit tout à l'heure, faire de vrais efforts en termes d'efficacité. Et le dernier élément que je veux indiquer, et je suis très à l'aise de le dire, en tant que DG de la CIE, c'est bon pour nous que nos clients fassent des économies. Vous pouvez mettre des variateurs de vitesse, des variateurs sur vos moteurs, qui font que vous optimisez la puissance à tout moment de vos processus. Tout ça, ça fait de l'économie. Donc, il n'y a pas que la fourniture d'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'initiatives pour optimiser notre système, pour être les plus performants. On fait des benchmarks avec nos tiers à l'international. J'étais au Japon il y a 2 mois, j'étais à Londres la semaine dernière. Donc, bien sûr, nous regardons aujourd'hui les meilleurs au monde. Nous essayons de copier les techniques, les éléments qu'ils font. Mais il y a également le pan de l'efficacité énergétique, qui est vraiment un domaine avec de vrais potentiels d'économie pour les entreprises. Bon. Là, nous n'avons pas le ministre Djarasouba, mais on va parler de finances un peu, mais je reviendrai vers vous sur le changement du mix énergétique et des initiatives qui sont mises en œuvre pour justement développer une énergie moins coûteuse. On a parlé des usines, on a parlé de la mise en place avec des ordinateurs, il y a un investissement important, capitalistique. Et la BOAD, comme banque de financement de l'Union supranationale, accompagne les États, mais le secteur privé également, dans la levée de financement. Il s'avère que, malheureusement, heureusement aujourd'hui, nous sommes obligés, et il y a une contrainte sur les investissements au-delà de ce que vous avez mentionné ce matin sur les taux, mais surtout sur la qualité et le type d'investissement qui est financé. Donc l'énergie, notamment fossile, qui est essentielle pour une industrialisation, n'est pas finançable aujourd'hui. Est-ce que la BOAD s'est vue contrainte par ces LPs, ou en tout cas par les bailleurs, de changer et de financer un peu moins des usines, ou en tout cas des privés, qui ont une consommation carbone importante? Ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas encore vu, ce n'est pas le cas, et la BOAD arrive à manœuvrer pour justement accompagner ce développement? Bien, merci. En réalité, oui, on arrive. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. Le monde financier aujourd'hui est très regardant sur la nature des investissements. En effet, nous avons quelques actionnaires, notamment des non régionaux, qui ont clairement exprimé le fait qu'ils ne souhaitaient absolument plus que nous intervenions dans le domaine des énergies fossiles. Même un actionnaire qui m'a dit, au-delà de l'énergie fossile, eux ne veulent même plus que l'on investisse dans la construction d'infrastructures routières, dans la construction d'infrastructures d'aviation aéroportuaire. Bon, vous voyez jusqu'où ça va. Bien. En fait, notre sujet n'est pas là, et l'argumentaire que nous développons tous d'ailleurs, hein, que ce soit moi, le président Adesina, le président de d'Afrexim, TDB, Badea, etc., c'est de tout axer sur la thématique de l'accès.
Encore une fois, si, s'agissant de notre continent, vous le savez, la moitié de nos populations n'a pas du tout accès à de l'énergie, quelle qu'en soit la source et l'origine. Donc, si vous avez la moitié de la population qui n'a pas accès, et que dans la moitié qui a accès, il n'y a que 30% donc, de cette moitié qui a accès en permanence et de manière continue, vous voyez bien que le gap est énorme. Donc, la réalité, c'est que, la bonne réponse est l'accès. Donc, on a vocation, en tant que banque de développement, on a vocation à favoriser l'accès à l'énergie. Le deuxième point, je suis arrivé à la tête de la BOAD 3 ans et demi. Ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai souhaité mettre en place tout de suite, c'est un département énergie et ressources naturelles. Ressources naturelles et surtout de tout ce qui était renouvelable. Voilà, c'était dans ce sens-là. Partant de cette, et c'est une tautologie que de le dire, du fait qu'il ne peut pas y avoir de développement sans énergie. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Vous pouvez avoir tous les meilleurs plans de développement possibles et imaginables. Si vous n'avez pas une énergie disponible, autant que faire se peut renouvelable, et surtout, c'est là où je rejoins à la fois le ministre et le directeur général, à un coût compétitif, vous n'y arriverez pas. Voilà. Alors, il y a des industries qui ont beaucoup évolué. Le solaire, par exemple, dont le modèle économique, quand vous regardez, il y a une dizaine d'années, le modèle économique du solaire ne fonctionnait pas. Et tout le monde s'étonnait qu'en Afrique, où nous avons bien évidemment la meilleure exposition solaire au monde, nous avons les meilleures terres pour ça, la meilleure exposition mondiale. Hein. Et tout le monde s'étonnait qu'en effet, on n'ait pas développé cette source. Depuis que je suis né, enfin j'ai 58 ans, depuis que je suis gamin, on m'a toujours parlé du fameux barrage d'Inga. Et on a tous été élevés là-dedans en disant, bah oui, Inga est de nature, est capable de fournir de l'énergie à l'Afrique tout entière. Bon, on a progressé, mais enfin, je pense que le gap est... Enfin, je ne dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il y en a qui sont de ma génération ici, je pense qu'on a tous grandi là-dedans. Bien. Voilà, donc... Cette question de l'énergie, elle est essentielle. Et je disais, il y a encore quelques jours, à un chef d'État, je lui ai dit, Monsieur le Président, je pense qu'on s'est trompé dans les priorités. Je pense que la question de l'énergie doit revenir au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, le déficit énergétique, c'est vraiment la chose que l'on partage le mieux dans notre zone, quel que soit le pays. C'est ça la réalité. Et quand vous regardez le cas de la BOAD, on a beaucoup investi, par exemple, dans le secteur bancaire. Alors, BOAD actionnaire, vous le savez bien, il y en a partout. Hein. On a 15 banques à la douzaine. Voilà. Et je ne me cache pas, je l'ai déjà dit en public, j'ai aucun problème à dire, je souhaite que l'on revienne sur ces engagements. Et en revanche, je souhaite que les investissements en fonds propres que nous avons mis dans les banques, je souhaite que l'on les transfère dans le secteur de l'énergie, que ce soit en production ou en distribution. Il y a un exemple que j'aime à citer parce que je le trouve magnifique, c'est Cyprel. On est actionnaire de Cyprel, mais c'était Cyprel 1. Cyprel 1. Aujourd'hui, je pense que dans les plans de développement, vous me corrigez, on doit être à Cyprel 4 ou Cyprel 5. Bon, vous avez vu, s'il n'y avait pas eu la BOAD, il n'y aurait pas eu Cyprel. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'ennuie, c'est que Cyprel 2, on a été éjecté parce qu'on était plus compétitif. Cyprel 3, on a été éjecté. 4, 5, voilà. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous devons pouvoir fournir des fonds propres, de la ressource du core tier 1, hein, des fonds propres suffisamment importants afin que les entreprises du secteur de l'énergie, une fois de plus que ce soit en production ou en distribution, soient elles-mêmes capables d'aller lever de la dette, mais de la dette très long terme. Vous ne pouvez pas développer, on ne peut pas développer nos pays avec les taux de rendement internes que je vois qui sont exceptionnels, qui sont très très bons, qui sont très bons pour des investisseurs, mais une centrale électrique ne se construit pas, ne s'exploite pas en 4, 5, 6 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. On a besoin du long terme, on a besoin du très long terme. Et c'est précisément la vocation d'une banque comme la nôtre. Je disais ce matin, et quand je parlais de la question de construire une courbe, on a besoin de construire une courbe qui va aller du court, du moyen et du long terme, du très long terme. C'est de cela dont nos industries ont besoin. Et la BOAD se fait fort d'accompagner ce secteur qui est aujourd'hui un des secteurs essentiels, prioritaires, essentiels de la banque, et nous avons vocation à continuer. Alors, juste un dernier point, on a mis en place une taxonomie qui est normale, parce que nous faisons partie du monde. Aujourd'hui, vous ne parlez pas de taxonomie, personne ne vous écoute. Bien.
L'idée de la taxonomie, c'est de faire en sorte que ce qui est dans le dur, ce qui ne correspond pas vraiment aux critères d'emploi, d'impact, etc., ça va coûter un peu plus cher. Et tout ce qui est renouvelable, etc., va coûter un peu moins cher. L'un servant bien évidemment à subventionner l'autre. Mais vous voyez bien, l'idée pour nous, c'est d'apporter de la ressource en fonds propres la plus importante possible, afin une fois de plus de permettre à ces structures d'aller lever de la dette long terme aux coûts les plus faibles possibles. Merci. Je vais revenir au Monsieur le ministre Villon. L'efficacité, en tout cas la Côte d'Ivoire a souhaité mettre en place des zones industrielles pour justement faciliter, améliorer et accompagner la mise en place d'industries. Malheureusement, je crois savoir qu'il y en a 2 qui sont opérationnelles à ce stade sur la 12aine à peu près de prévues. Quel est selon vous, qu'est-ce qui limite le développement, la mise en place, l'opérationnalisation de ces zones industrielles-là qui viendraient répondre à certaines, en tout cas, des questions et certaines des limitations que vous avez mises en avant? Et est-ce que c'est la bonne réponse? Parce que oui, à Singapour, il y a des zones industrielles qui sont des zones de vie, tout simplement, parce qu'il y a de la consommation à l'intérieur, parce qu'il y a de l'éducation, parce qu'il y a de la technologie. Ce n'est pas tout à fait le même modèle que nous avons ici. Donc, quel est votre avis sur ça pour apporter une réponse justement problématique que vous avez énoncée tout à l'heure? Merci. Je veux remercier et le banquier et le fournisseur d'énergie parce qu'ils ont répondu. Et puis, je pense que ce qu'a dit Serge est très important. Si on n'a pas d'argent à long terme, le développement, je pense que là, tu as trouvé un banquier. Hein. Tout projet de développement s'inscrit dans la durée. Si vous privilégiez de l'argent cher à court terme, c'est que vous favorisez le court terme. Mais si vous favorisez le long terme à un moindre coût, c'est que vous avez un projet de développement vraiment longue durée. Et c'est ce qui nous manque, hein, malheureusement, dans l'industrie surtout. Maintenant, pour revenir à votre question, nous avons la zone industrielle de Yopougon, nous avons la zone industrielle de Vridi, on a décidé d'avoir d'autres zones industrielles et on n'a rien fait pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, vous prenez la route pour aller à Yamoussoukro, vous voyez des usines qui se construisent au bord de l'autoroute à droite et à gauche. Hein, au point d'avoir des personnes qui font demi-tour sur l'autoroute et tout ça. Franchement, c'est le pire modèle qu'on puisse avoir. Une zone industrielle, elle est bien délimitée et vous trouvez tout sur place. Les banques, la douane, les restaurants, tout ça. De sorte que vous n'avez pas à parcourir des milliers de kilomètres pour aller trouver un restaurant. Parce que quand vous êtes à 50 km sur l'autoroute, si vous n'avez pas un réfectoire dans votre usine, vous êtes obligé d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller manger. Donc ça ne peut pas fonctionner normalement. J'étais au Bénin il y a quelques jours et honnêtement, il y a une zone industrielle. Il est en train d'en développer plusieurs, mais il y en a une aujourd'hui qui est très avancée et qui est remarquable. Et c'est ce que nous, on attendait sur la Côte d'Ivoire, en toute honnêteté. Dès le port autonome de Cotonou, vos intrants sont pris en compte, ne sont pas dédouanés au port, mais sur la zone industrielle. Il y a une équipe qui vous attend sur place. Il a mis une voie rapide pour accéder à la zone industrielle qui a une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres de Cotonou. Et quand vous arrivez, vous trouvez une zone industrielle sur plusieurs centaines d'hectares avec le secteur alimentaire là, le secteur énergétique là, le secteur textile ici. Donc c'est vraiment bien pensé. Et si j'en parle, c'est parce que je suis arrivé et j'ai été bluffé moi-même. Et c'est ce qu'on demandait à la Côte d'Ivoire de réaliser et on ne l'a pas eu. Donc il y a la partie franche, la partie... Alors, il part d'un principe, je veux limiter les importations au Bénin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir produire le maximum sur place et pouvoir exporter
dans la sous-région. Donc il a déjà pensé, et ce que je vous dis sur la compétitivité, mais il regarde les standards par standard et met ça en application. Ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Tout ce qu'on est en train de dire a déjà été réalisé dans de nombreuses nations. Il suffit de copier, d'adapter chez nous. Mais si on finit par avoir des industries entre Abidjan et Yamoussoukro tout le long de l'autoroute, d'abord on n'aura plus d'autoroute, et ensuite elles ne seront pas compétitives. Donc, trouvons une autre zone. Déplaçons-nous à l'intérieur du pays également. On a plusieurs possibilités portuaires dans le pays. Pourquoi on ne les met pas en valeur? Encore une fois, si on veut véritablement être industrialisé, il faut avoir une vraie stratégie là-dessus. Malheureusement, alors vous allez me dire, mais à un moment donné, vous y étiez, ouais, mais on ne m'a pas écouté. C'était ça mon point. Voilà. Mais on ne m'a pas écouté. Et pourtant, je l'avais dit. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Oui, vous avez passé quand même un peu de temps. Donc justement, vous avez eu le temps de prévoir un projet, de voir un peu ce qui se passe et d'essayer d'avoir des entrepreneurs ivoiriens bâtir des sociétés qui justement allaient contribuer des industries également. Oui, on ne vous a pas écouté, mais quand même, est-ce que vous pouvez nous partager cette vision-là? Parce qu'elle est importante. Oui, non, et je vais passer sur le fait qu'on ne vous ait pas écouté. D'abord, attention, moi je n'étais pas au côté industrie, hein, donc il y avait d'autres équipes, mais quand je dis qu'on ne va pas écouter, je parle de la zone industrielle, en disant attention, si vous la faites, ce n'est pas la peine d'aller s'éparpiller, choisissons un site bien précis ou plusieurs et faisons en sorte de centraliser. Ça n'a pas été écouté. Pour le reste, si vous faites référence au projet Phoenix, il concernait essentiellement les PME, pour les rendre plus fortes. Parce que on ne peut pas avoir non plus de grandes entreprises compétitives dans un pays si on n'a pas à disposition des petites et moyennes entreprises qui ont un savoir-faire, une compétence et toute une sous-traitance que la grande entreprise ne sait pas faire. Quand vous êtes en Allemagne ou aux États-Unis, si vous êtes dans l'électricité, vous n'allez pas faire de restauration. Donc vous allez sous-traiter la restauration. Mais si nous-mêmes, on est obligé d'aller faire le réfectoire et puis toute la restauration, c'est qu'il y a un problème. Donc je donne un exemple basique comme ça, mais c'était vraiment l'objectif d'avoir des PME fortes, compétitives, et surtout corriger les problèmes que vivent les PME en Côte d'Ivoire, comme par exemple l'accès au financement. Quand on a dit la loi sur les PME doit contraindre l'État à faire passer 40% de marchés existants sur des PME locales au lieu d'aller chercher des expertises ailleurs, je n'ai fait qu'emprunter ça au Small Business Act américain, la loi sur les PME américaines, japonaises et européennes. Donc, encore une fois, ne réinventons pas l'eau chaude. Aux États-Unis, quand il y a un marché de l'État ou un gros marché privé, on vous impose d'avoir 28% de ce marché aux PME environnantes. C'était ça mon point. Et c'est surveillé. Et c'est surveillé et c'est mis en application. Donc les textes existent en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas mis en application. Mettons-les en application et on va voir que ça peut changer. Alors c'était ça ma lecture, et ce que je voulais entendre, c'est comment on met en place une chaîne de valeur pour que justement des entreprises plus grandes, industrielles, puissent fonctionner de manière efficace. Pour moi, le projet Phoenix et les autres qui lui ressemblent étaient plutôt dans ce cadre-là. Mais bon, je vais retourner sur le mix énergétique. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Pour entendre un peu M. Bakayoko sur les initiatives qui sont prises aujourd'hui, parce que oui, vous n'êtes pas le ministre, mais vous êtes dans tous les sens complètement dans l'ADN, dans l'électricité, que ce soit côté production ou côté distribution, et donc vous savez. Donc aujourd'hui, nous avons posé le problème d'avoir une énergie plus abordable. Le mix que nous avons aujourd'hui a du renouvelable, mais également on utilise du gaz. Où est-ce que nous nous en allons? Est-ce que nous pouvons avoir espoir que pour les ménages, bien sûr, mais pour les industriels aussi, et surtout, nous puissions avoir, à un certain moment, à vous de nous dire quand, un mix énergétique qui nous rende un peu plus compétitifs, peut-être pas tout de suite vis-à-vis des pays asiatiques,
mais où allons-nous? Alors, avant de me projeter, je vais faire un peu d'histoire. Si vous prenez le cas de l'Allemagne, puisque je crois qu'il a été dit de prendre des exemples de pays à plus haute valeur ajoutée, le passage de 300 milliards de PIB à 3 000 milliards de PIB, ils l'ont fait avec une majorité du charbon. Et l'énergie ne coûtait pas très cher. Ensuite, ils ont décidé un peu au début des années 2000 de commencer à mettre du solaire. C'est comme ça qu'ils sont passés à aujourd'hui l'énergie la plus chère quasiment d'Europe avec le Danemark, à 30 centimes d'euros, donc on a plus de 200 francs CFA. Donc, le défi auquel on est confronté dans nos pays, c'est qu'il n'est pas toujours évident d'être à la fois le plus vertueux sur l'environnement et d'être le moins cher. Si je prends l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur le cas du solaire, ça dépend du type d'usine. Si votre usine travaille sur 10 heures, 12 heures dans la journée, le solaire peut être très compétitif si vous travaillez pendant cette période-là. Mais si votre process travaille sur 24 heures, le soir, vous êtes obligé d'aller trouver de l'énergie quelque part. Et cette énergie-là, elle a un coût de production qui est supérieur à celui du solaire. C'est pour ça que le solaire, entre autres, n'est pas toujours le plus compétitif, parce qu'il ne marche qu'une partie de la journée. Donc, il y a un vrai équilibre très délicat à faire sur ces deux questions. Aujourd'hui, on a à plus de 30% de sources d'énergie renouvelables. La trajectoire, c'est 42% à horizon 2030, et ça va s'accélérer là au niveau du solaire dans les 2-3 années à venir. Donc, je dirais qu'il y a une dimension vertueuse, mais en même temps, les industriels et les ménages veulent qu'on maîtrise le prix. Donc c'est vraiment un équilibre extrêmement délicat à faire entre les deux. On est tous conscients. Si vous prenez le cas de l'Afrique aujourd'hui, les statistiques disent qu'on est responsable de 5% des émissions, mais on est exposé à 20-25% des risques liés au changement climatique. Donc on ne peut pas dire qu'on va être uniquement concentré sur nos enjeux de coût et ne pas nous aussi faire un effort au niveau donc, de l'impact climatique. Mais en même temps, si vous êtes trop vertueux sur le climatique, les populations donc en face de moi ou les industriels vont nous dire qu'on est trop cher. Donc on est vraiment dans un équilibre et on commence en tout cas à rajouter du solaire. Il y a eu une inauguration, vous avez vu il n'y a pas longtemps, de Bundiali, donc il y en a d'autres qui sont prévus dans les deux années à venir. L'hydraulique a également un potentiel en Côte d'Ivoire, donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Gribo Popoli va avoir ses premières eaux, là, enfin les premiers mégawatts sur le réseau devraient être dans les prochaines semaines. Donc on a un effort qui essaie d'être pragmatique. Vraiment, c'est un peu ça que je peux dire comme élément en tant que participant du secteur électrique. L'hydraulique est le moins cher, de ce que je sais. Le solaire, en tout cas dans notre zone, peut ne pas être le moins cher, ou plutôt serait le plus cher de ce qui est disponible. Pourquoi s'en aller à ce moment-là vers le solaire? Je dis bien en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays de la sous-région, il y a plus d'efficacité, mais en Côte d'Ivoire, de ce que je sais également, l'efficacité du solaire n'est pas optimale. Ensuite, nous sommes par contre un pays agricole. Qu'est-ce qui se passe avec la biomasse? Pourquoi est-ce que personne n'en parle plus? D'accord. Alors en fait, comme je disais encore une fois, ce sont des compromis. Si vous prenez l'hydraulique, il vous faut 7 ans entre le temps des études, le temps de construction du barrage. Donc l'hydraulique permet un coût bas, mais il y a un temps assez long. Donc vous n'avez pas la réactivité que vous demande votre économie. Voilà, c'est deux. Je ne répéterai pas parce que je suis client de l'État, donc je ne communique pas sur ces questions. Mais voilà, donc vous voyez que vous avez un défi sur cette question de l'hydraulique. Sur la question du solaire, je crois qu'à un moment, c'est un peu volontariste. En 2005, j'ai fait une mission pour EDF R&D. Et à l'époque, on regardait la trajectoire de compétitivité des différentes énergies. Et à l'époque, c'était estimé entre 15 et 20 ans, le moment où le solaire deviendrait le plus intéressant. Et on est en train de rentrer aujourd'hui et les prix baissent. Ce qui veut dire qu'avec la baisse des prix, avec la baisse des prix du stockage, à un moment, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, ça paraît un peu plus cher aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, avec la baisse du stockage, ça devrait aller. Donc voilà sur ces deux énergies les compromis. Sur la biomasse dont vous parliez tout à l'heure, il y a des projets en cours aujourd'hui. Je crois qu'un des défis sur la biomasse, c'est la sécurisation des intrants. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir, et là on a un spécialiste qui pourra peut-être compléter, d'avoir des grands acteurs agricoles qui vous sécurisent une quantité. On a des exemples quand on a fait le benchmark avec l'Inde par exemple, où ils ont démarré des stratégies biomasse et à un moment ils n'arrivaient pas à trouver le carburant, le combustible. Donc bilan, vous avez votre usine, vous avez fait vos calculs sur un volume et vous n'avez pas ce volume-là. Donc tant que vous n'avez pas des gros acteurs qui vous sécurisent sur une quantité certaine, vous avez un risque sur votre business plan que vous avez prévu 100 tonnes, vous en avez 50.
Donc là, peut-être le ministre pourra compléter sur cet aspect taille des unités agricoles, mais c'est un des points. Mais il y a quand même des projets qui sont en train de sortir, BioVA sur les VA, il y a des projets sur le cacao qui sont dans le pipe en discussion, donc ça va venir. Mais c'est vrai que c'est la taille des intrants qui était pendant longtemps un sujet pour faire des unités de très grande capacité. Donc avant de revenir à M. Ekwe sur le financement, justement, j'aimerais vous entendre sur... Monsieur le ministre, sur la biomasse. Exactement. Bon, il faut dire que l'usine est en construction. Elle a pris du retard à cause de la période Covid et des coûts de construction qui ont monté après le Covid. Donc il a fallu renégocier tous ces contrats-là, mais les travaux ont repris. Donc j'espère que d'ici 2025, on aura la première unité de production d'énergie par biomasse, avec les VA et d'autres déchets agricoles capables d'être absorbés. Avec une stratégie de collecte du combustible qui est éprouvée. Avec une stratégie de collecte. Bon, tant qu'on n'a pas commencé, pour l'instant, on bâtit toutes les stratégies et on va voir comment ça va s'opérer sur place. Mais ça participe au mix énergétique. Et je pense que c'est une bonne chose pour la CU et pour l'énergie en Côte d'Ivoire en général. Bon, c'est vrai que M. Bakayoko a bien parlé des coûts de l'énergie. Il faut dire que même si on s'en plaint, hein, il faut être honnête, le coût de l'énergie en Côte d'Ivoire n'est pas rédhibitoire. C'est pas le moins compétitif de tous. Hein, mais bon, il est normal qu'on se plaigne parce qu'on pense plus en tant que consommateur individuel qu'en tant qu'industriel. Mais bon, ça marche pas trop mal, il faut dire. Et vous n'applaudissez pas à ça? Tout à l'heure, vous avez applaudi. Ah ouais, non. Ça marche pas trop mal. Donc, il faut pas trop se plaindre. Et au niveau de la BOAD, moi, il y a une vingtaine d'années, on a eu recours à la BOAD pour nous sortir de l'ornière. La BOAD était là. On a dû fournir un certain nombre de garanties, mais on a eu l'argent à un coût compétitif à l'époque parce que les banques locales n'ont pas pu suivre pour soutenir la CIFCA et c'est la BOAD qui est arrivée. Et à l'époque, ça nous avait sauvés. Donc, ce que je peux dire, c'est que la BOAD soutient beaucoup trop le public. Il faut aller beaucoup plus vers le privé parce que vraiment, on en a besoin. Et surtout que ça participe à un coût de l'argent plus faible. Hein. Ça, il faut être honnête. Donc il y a ce genre d'initiative qu'il faudrait développer, parce que tout Ivoirien ici, quand vous êtes devant votre téléviseur et que vous voyez des publicités de banques en Europe à 3,5%, tout ça, et qu'on voit nos taux ici, on se pose des questions. Ou bien quand vous voyez le coût d'un véhicule avec une publicité et que vous voyez le coût du même véhicule ici, il y a tout un environnement dans lequel on est qui n'est pas compétitif et il faut qu'on y arrive. Hein, et ça... je leur souhaite tout le mal du monde pour y arriver un jour, pour qu'on puisse ensemble participer à cette compétitivité-là. Ça fait quand même un temps de mise à marché assez long pour l'usine, parce que je pense que le projet a démarré depuis très longtemps. Et on parlait du temps sur tout ce qui est hydraulique, mais là j'ai l'impression, c'est vrai que c'est un tout premier projet. Non, c'est vrai. Ça prend beaucoup de temps. Mais nous, quand on était prêts, bon, quand on parle de compétitivité, ce que les Américains appellent les red tape, c'est-à-dire que tout le volet administration, c'était un peu long. Donc, dans la compétitivité, bon, quand je parle de compétitivité, il ne faut pas regarder juste le coût, hein. Il faut regarder tout l'environnement. Dedans, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'administration, il y a le transport, il y a la sécurité, il y a le coût de l'habillement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la compétitivité d'un pays. Tout pris bout à bout, chacun doit être compétitif. Si votre administration n'est pas compétitive, vous perdez en compétitivité. Si votre éducation n'est pas compétitive, vous perdez en compétitivité. Si vous devez vous-même payer votre sécurité, la santé, évacuer quelqu'un à l'étranger au lieu d'avoir tout sur place, tout ça, vous perdez en compétitivité. Donc là, en toute honnêteté, discussion en discussion, convaincre telle administration, ça a pris du temps. Donc là, oui. Et combien d'années? Je sais que c'est long, que ça a été long. Moi, en toute honnêteté, je vais vous dire, entre le moment où mon petit frère a sorti son projet et le moment où ça a été accepté, il a dû s'écouler une dizaine d'années. C'est ça. Voilà.
c'est ça. Peut-être même un peu plus quand je regarde. Ouais. Ah, Là, on est 2024. Hein. Ouais. Ouais. Et justement, pour financer ce type de projet qui se trouve être un projet innovant et qui s'insère très bien dans notre économie, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et là c'est juste un exemple, quel est, Président Ekwe, comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à accompagner le secteur privé? Je pense que ça a été mis en avant. Effectivement, vous accompagnez beaucoup le secteur public. Le risque est plus faible, les projets sont plus grands. Ce sont vos mandants finalement. Mais le secteur privé est celui-là qui va accompagner le développement industriel. Donc aujourd'hui, quels sont les projets? Comment est-ce que vous les accompagnez? Quelles sont les méthodes et justement la solution au financement pour le développement industriel? Quel pourcentage réservez-vous au secteur privé dans votre enveloppe? Mais j'ai bien entendu que vous êtes prêt à aller en equity sur l'énergie. Ça, c'est quand même, on aurait dû applaudir à ça d'ailleurs, parce que c'est important de continuer. Et merci beaucoup pour cette annonce. Bien. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a un an ou deux et j'ai eu une discussion très, très intéressante avec le Premier ministre qui me disait, voilà, sur le plan national de développement économique et social, voilà, sur les 5 prochaines années, la Côte d'Ivoire, moi si je me trompe, je crois que c'est à peu près 59 000 milliards. Et il me disait, dans le plan, c'est 75% pour le secteur privé. La question qu'il me posait, c'est, Monsieur le Président, quelle est votre contribution, quelle sera votre contribution à ce chiffre? Et ce que je lui ai dit, je vais vous le dire ici, et je n'ai bien évidemment pas changé. Premier point, on n'a pas de montant ou d'allocation spécifique pour le public par rapport au privé. La réalité, c'est que la BOAD a été conçue sur un modèle, effectivement, banque supranationale, discussion avec le souverain, avec cette formule magique dans la maison, quand on me dit ah, l'État doit soumettre une requête. Voilà, c'est la formule magique. Bien. Mais quand vous travaillez avec un entrepreneur privé, il ne soumet pas une requête. Et la question que j'ai toujours posée, je rappelle que j'ai fait, par ces 4 dernières années, toute ma carrière dans le privé, et même dans le privé, la partie la plus, comment je vais dire ça diplomatiquement, la plus challenging hein, du privé. Bon, et le sujet, c'est comment est-ce qu'on adresse cela? Bien. Alors, comment est-ce qu'on adresse cela? Dans le fond, c'est assez simple. Ce que je lui ai dit, c'est, même si la maison a été conçue sur un modèle souverain, la question que je pose à tous les entrepreneurs que je rencontre, c'est, j'aime bien la formulation anglaise parce que je trouve qu'elle est pleine de sens. C'est what keeps you awake at night. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Et je dois les faire comprendre que ce qui l'empêche de dormir la nuit doit m'empêcher de dormir également. Donc pour ça, on n'est plus dans la requête, on est dans l'origination. Et le modèle aujourd'hui, qui est le modèle de la BOAD, c'est le fameux modèle originate to distribute, c'est-à-dire qu'on est à l'origine des transactions, on va chercher les transactions, ensuite on va les structurer, les rendre bancables, ensuite on va underwriter, c'est-à-dire on va mettre notre bilan, et une fois que l'on a mis notre bilan, moi je vais distribuer. Ce qui fait que, et vous allez voir à quel point ce modèle va loin, ce qui fait que quand un entrepreneur privé me dit, je vais prendre un exemple très concret, me dit j'ai besoin de 100 milliards. Aujourd'hui, quelles sont les banques qui peuvent mettre 50 milliards sur la table? Il n'y a pas beaucoup. Banque régionale, non. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Bien. L'idée de ce modèle, c'est de dire, la BOAD vient et dit, j'underwrite les 100 milliards. Vous n'avez affaire qu'à moi. Alors, pour cela, bien évidemment, je vais vous imposer, ou je vais vous proposer, je vais le dire comme ça, je vais vous proposer un certain nombre de fonctions d'accompagnement. Bien évidemment, je veux arranger le deal. Je veux un mandat d'arrangeur. Je veux pouvoir le syndiquer. Donc, je vais
pour faire le chèque de 100 milliards. Et pourquoi suis-je à l'aise pour faire le chèque de 100 milliards? C'est parce que j'ai les fonds propres déjà, et comme vous le savez, on a bouclé une opération de doublement de nos fonds propres. Donc j'ai beaucoup plus de fonds propres. Donc j'ai un bilan qui est beaucoup plus puissant. Premier point. Deuxième point, si c'est moi qui ai originé, je suis à l'aise avec le risque. Je connais l'entrepreneur, je connais son secteur. Et aujourd'hui, la BOAD fonctionne par approche sectorielle. J'ai 5 secteurs, dont l'énergie, je rappelle, les infrastructures, la santé, l'éducation, etc. Donc je veux que les clients me voient comme un expert du secteur. Expert du secteur, c'est que je dois pouvoir parler des multiples du secteur, je dois pouvoir parler de la concurrence, je dois pouvoir parler de la compétitivité du secteur. Bien. Et ça veut dire que je dois connaître, s'agissant de ce secteur, je dois connaître quels sont, du point de vue de la distribution, quels sont les investisseurs qui sont capables de prendre ce risque. Alors, soit de le prendre de manière native, c'est de le prendre en direct, soit de le prendre de manière titrisée, par exemple. Et c'est comme ça que je peux reconstituer ma courbe. Donc c'est originer tout, distribute, mais une fois que j'ai distribué, pourquoi est-ce que je dois distribuer? Je vais distribuer parce que il faut bien que je reconstitue mes fonds propres, puisque c'est moi qui ai déboursé les 100 milliards, et ensuite, je ne distribue pas tout, parce que vous ne pouvez pas dire à un entrepreneur, mon cher Jean-Louis, je t'aime tellement que je vais distribuer tout ton risque. Ça n'a pas de sens. Si je t'aime, je dois pouvoir en garder un peu dans mon bilan. Bien. Mais quand je fais un underwriting de 100 milliards, ce qui est important pour le client, c'est l'underwriting, donc les 100 milliards. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est ma prise finale. C'est ma final take. Donc, au lieu de dire dès le départ, sur les 100 milliards, ah, je suis désolé, BOAD, je mets 10 milliards et le reste, vous vous débrouillez. Bien. Faisant cela, vous voyez bien que je fragilise, de fait, le projet. Je le fragilise. Mais si je suis confiant dans le secteur, si je suis confiant dans l'entrepreneur, je vais lui dire non, on va y aller sur les 100 milliards, non pas pour 100 milliards, mais en définitive pour 10 milliards. Mais je lui ai fait le chèque de 100 milliards. Donc pour ça, j'ai besoin d'un marché liquide, on en parlait ce matin, j'ai besoin d'un marché transparent, j'ai besoin d'attirer des investisseurs étrangers, etc. Alors, pour revenir précisément sur la question du secteur privé, et j'en termine, la réponse que je donnais au Premier ministre, c'était de dire, oui, quand je suis arrivé, j'ai proposé, je discutais avec mes collaborateurs, j'ai dit, voilà, on va créer une banque. Oh là 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 là, que n'avais-je pas dit? Que n'avais-je pas dit? Ah non, Monsieur le Président, ça ne marchera jamais. Déjà, la communauté des banquiers va vous tomber dessus, concurrence déloyale, etc., etc. Donc, bon, ok, très bien, on ne va pas appeler ça une banque. On va appeler ça, je réfléchis, on va appeler ça un guichet. C'est sympathique, guichet. Parce que ça donne le sentiment qu'on vient, on prend l'argent et on s'en va. Mais vous voyez bien qu'au-delà du vocable, au-delà de cette présentation, ce qui est important, c'est quoi? C'est 2-3 éléments. La première, vous n'abordez pas le secteur privé comme vous abordez le secteur public. Au-delà de l'anecdote que je vous racontais sur les requêtes. Premier point. Le deuxième point, vous devez doter la structure, le véhicule du secteur privé, vous devez doter ce véhicule en fonds propres spécifiques. Parce que, naturellement, le risque privé, à brûle-pourpoint, est plus important que le risque souverain, ne fût-ce que comptablement, ne fût-ce que du point de vue des normes comptables. Puisque vous ne déclassez pas dans le secteur privé, dans le secteur public avant 180 jours, IFRS 9, vous déclassez au bout de 3 mois. Donc la question de l'approche en risque n'est pas la même. La question de l'approche commerciale n'est pas la même. Le « what keeps you awake at night », il vous faut des banquiers, il vous faut des commerciaux. Là encore, c'est un gros mot. Voyez-vous? Donc, la question de créer ce fameux guichet ne se fait pas du jour au lendemain. Pas du tout. Mais cette question est au programme et nous allons l'implémenter. Je pense, en vous écoutant, que la BOAD a tout intérêt, par contre, à être encore plus active pour le développement du marché financier local, pour pouvoir accompagner la collecte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont besoin, à mon avis, dans le secteur privé, d'être accompagnés
pour mettre en place des outils de collecte plus importants. Parce que la difficulté majeure, quand on dit que notre marché n'est pas profond et que vous n'arrivez pas à lever des fonds pour alléger votre bilan, donc revendre, c'est parce que les collecteurs ne sont pas efficaces. Et pourtant, les fonds sont là. Les fonds sont là. Donc il y a, nous avions eu avec la PSGI des discussions avec la BAD, avec l'AFD, sur comment dynamiser le marché local. Et je pense qu'il y a un MOU d'ailleurs qui a été signé avec la BOAD, la PSGI et la BOAD. Donc il faut à mon avis qu'on soit un peu plus actif à accompagner le développement du marché financier local. Parce que vous avez essayé, en tout cas vous avez fait votre titrisation l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça a été assez sportif quand même, mais ça s'est bien fait parce que c'était la BOAD, mais c'est resté assez sportif. Donc le marché a vraiment besoin d'accompagnement de la BOAD. Je sais que vous avez accompagné le secteur bancaire avec des prises de participation dans plusieurs banques. Vous êtes actif, vous avez une SGO, mais il y a d'autres choses à faire. Je vais rester encore avec vous sur le financement et juste la question sur le projet des producteurs de pétrole africains qui avait été annoncé à la COP26 concernant la mise en place d'une banque africaine de l'énergie, justement à cause de tous les sujets dont nous venons de parler, donc le financement qui se raréfie sur tout ce qui est énergie fossile, alors que le charbon serait l'énergie aujourd'hui qui est la plus répandue, surtout en Afrique australe, en Afrique du Sud d'ailleurs. Donc, quel est votre avis sur cette banque-là, qui est censée normalement, je pense, en juin, être active? Je n'ai pas eu de nouvelles récentes. Quel est votre avis sur son efficacité? Le bien fondé, évidemment, je pense que nous pouvons tous adhérer à cela, mais quel est votre avis d'expert, justement, du financement sur ce projet? Plutôt positif. Tout ceci tourne autour d'Afrexim, de la BAD, etc. Bien sûr, mais encore une fois, la réponse que nous apportons, et je pense qu'elle est imparable, c'est la question de l'accès. Un, c'est la question de l'accès. Deux, c'est la question du portefeuille. Enfin, c'est la question de la transition énergétique. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que, je vais dire différemment, ce que nous ne faisons pas, nous ne regardons pas les projets ligne à ligne. C'est-à-dire que je vais regarder le portefeuille énergie de la banque. Et je vais voir dans quelle mesure ce portefeuille, il est mis en transition. Donc ce ne sera pas ligne à ligne. Alors il se peut, c'est un cas très récent où nous avons financé une plateforme de distribution de gaz au Sénégal. Alors c'est vrai que le gaz aujourd'hui est dans la transition. Donc voilà. Et même ça a été compliqué à faire passer. Il est revenu, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et quand il y a eu la crise, ils l'ont bien, ramené. Voilà, c'était pas pour nous. C'est ça. C'est ça. Ce qui oblige d'ailleurs tout le monde à être humble sur la question d'énergie, parce que, comme vous le disiez très justement, et le ministre le rappelait, la question du charbon en Allemagne a ramené tout le monde à la réalité. Bien. Donc, notre sujet, c'est la question de l'analyse du portefeuille dans sa globalité, et non pas une analyse ligne à ligne. Je me suis engagé auprès du Conseil à présenter la façon avec laquelle le portefeuille était en transition de manière générale et non pas ligne à ligne. Et encore une fois, le premier point que j'évoquais, la question de l'accès, je vous assure, elle est imparable. Donc, pour me résumer, oui, si cette banque venait à voir le jour, bien évidemment, je n'ai aucun problème. Au contraire, mais je pense que la stratégie de la BOAD aujourd'hui répond, ou en tout cas est de nature à répondre aux besoins exprimés dans notre zone, que ce soit d'ailleurs dans le secteur public ou dans le secteur privé. Juste un point, c'est important. La question du ratio dont on a beaucoup parlé ce matin, dette sur PIB, avec un plafond à 70%, ce qui veut dire simplement que aujourd'hui, de mon point de vue, le schéma de financement de demain va obliger à soit passer par le privé, soit à trouver des schémas déconsolidants, en sachant que tous les schémas déconsolidants dans lesquels on va intervenir vont, à un moment ou à un autre, faire intervenir des acteurs privés. Tous les schémas déconsolidants vont faire intervenir des acteurs privés, du monde privé.
Et ça renvoie à toute la thématique des PPP, etc. Donc la BOAD, j'allais presque dire de gré ou de force, va être emmenée, précisément parce que ce ratio dette sur PIB, et on n'est pas loin de la saturation, de gré ou de force, le modèle de financement du développement, et singulièrement en Afrique, est emmené à évoluer et à s'orienter de plus en plus vers des solutions d'innovation. De plus en plus. Mais encore une fois, de gré ou de force. You do or die. Merci. Monsieur Bakayoko, l'indice de production industrielle présente une contribution à la croissance de 7,3% de la production d'eau et d'électricité. Nous avons parlé beaucoup d'électricité. L'eau est extrêmement importante également pour la survie de toutes les façons. Je pense que de façon globale, il y a toute une dynamique pour la préservation de l'eau, pour l'assainissement et pour la transformation de l'eau saline justement pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quels sont les sujets de l'eau, oui, pour l'électricité, mais également pour l'assainissement? Alors effectivement, sur la question de l'eau, l'un des gros défis aujourd'hui auxquels on est confronté, c'est le respect des règles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une urbanisation qui va à pas forcés. Et cette urbanisation menace parfois les nappes qui sont les sources d'eau que nous avons. Parce que les gens ne respectent pas toujours les lotissements, ils vont plus loin que ce qu'ils sont censés faire. Et nous, on a une analyse quotidienne qui est faite de nos sources d'eau, et ça nous oblige parfois à abandonner des forages ou à devoir faire des investissements pour pouvoir faire des traitements pour que l'eau continue d'être potable. Donc la Côte d'Ivoire a la chance de bénéficier à la fois d'eau, donc quantité importante dans son sous-sol, et d'une pluviométrie très élevée, mais si les gens ne respectent pas les règles, on a un vrai défi parce qu'on va devoir abandonner les forages, donc ça va dégrader la continuité de la fourniture et ça va augmenter les coûts de la fourniture. Donc aujourd'hui, le secteur se développe, on met de plus en plus d'eau dans de plus en plus de localités, mais dans les localités existantes, on doit se battre pour défendre cela. Deuxième dimension sur l'aspect respect des règles, je parlais de l'assainissement. Puisqu'on est dans le domaine industriel, aujourd'hui, un des gros défis, c'est qu'on a une réglementation qui s'est renforcée sur le respect, les rejets donc des usines. Et on constate que le respect des règles n'est pas toujours là. Donc je crois que les institutions de contrôle, la police de l'environnement, tous ces éléments de répression sont en train de se mettre en place. Et c'est très important parce que ces rejets-là, ils ont des impacts d'un point de vue santé, ils ont des impacts sur les sources d'eau. Et quand vous voyez de temps en temps la pluviométrie très forte avec l'eau qui circule sur des distances très importantes, comme on a pu le voir, même si des investissements qui sont faits pour faciliter le drainage de l'eau, ça veut dire que vous avez une pollution qui est partie d'un endroit et qui va traverser toute une zone et peut impacter sur une distance assez élevée. Donc je crois que sur l'eau, l'environnement, c'est vraiment cette question du respect des règles au niveau donc, de l'environnement, au niveau par exemple, promotions immobilières qui des fois se raccordent sur l'évacuation de l'eau normalement pluviale. Donc il y a vraiment un vrai sujet sur le respect des règles sur lequel il faut à la fois la sensibilisation, mais le contrôle et la répression. Donc ça, c'est quand même un point très, très important. Le second, c'est qu'effectivement, même si on bénéficie de beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire, il faut être, je dirais, les plus économes et les plus efficaces. Je parlais tout à l'heure de l'efficacité où on a pu, sur une centaine, on a aujourd'hui 3000 pompes à peu près sur le réseau. On a pu aujourd'hui, entre 50 et 100, les faire évoluer. Demain, on aimerait passer à 500 000, être plus efficace donc au niveau de la consommation. On a par exemple les fuites d'eau. Aujourd'hui, c'est un élément très important. Vous le voyez de temps en temps dans les quartiers, des fuites. Donc on travaille à être informé le plus rapidement possible parce qu'on a des capteurs qui nous indiquent une baisse de pression et donc une probabilité de fuite. On a des systèmes d'écoute, donc les équipes ont été formées et peuvent surveiller et voir s'ils entendent des bruits caractéristiques de fuite souterraine non visibles. Donc autour de l'efficacité, on investit beaucoup. La digitalisation également nous permet de superviser, de commencer à faire des analyses avec toutes ces données que nous captons, toutes ces informations, pour être plus efficaces. Parce qu'effectivement, on est dans un monde où il y a des pays qui n'ont pas assez d'eau. Je disais tout à l'heure la Côte d'Ivoire, pour donner quelques chiffres, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, on produit un peu plus de 300 millions de mètres cubes d'eau, mais on a 9 milliards de pluies qui tombent en Côte d'Ivoire, de mètres cubes. Donc,
bien sûr, on n'a pas toujours des seuils aux différents endroits et toute l'eau n'est pas utilisée que pour l'eau potable. Mais c'est pour dire que par rapport à d'autres pays, on est plutôt bien loti en matière d'eau. Mais je reviens d'un salon donc à Londres où vous avez des pays qui utilisent de plus en plus le reuse, ce qu'on appelle le reuse. Derrière ce mot, c'est les eaux d'assainissement qui sont retraitées et qui sont ensuite remélangées pour faire de l'eau potable. Et je n'ai pas le droit de citer les capitales qui le font parce que ce sont des discussions qu'on a et ils font toutes les analyses, tout biologique pour que l'eau soit parfaitement potable. Et l'eau est parfaitement potable. Mais la réalité, c'est qu'il y a de grandes capitales qui sont obligées d'en venir là. Donc, on doit être à l'économie et l'efficacité dans le secteur de l'eau. Sinon, on a de la chance, mais il ne faut pas provoquer cette chance en abusant des ressources que la nature a mis à notre disposition. En tant que modératrice de ce panel, j'aurai les noms après. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent, mais je suis la seule à avoir les noms, je serai la seule. En réalité, sur l'eau, effectivement, nous avons des problématiques pour les populations, mais nous avons également une problématique industrielle très clairement, pas seulement en termes de pollution des eaux, mais je reviens encore sur le sujet de l'énergie, parce que le changement climatique nous fait perdre des points de PIB. Juste rapidement, est-ce que vous avez des statistiques, ou en tout cas, quelle est votre vision sur cette capacité à la Côte d'Ivoire de toujours capter cette pluviométrie-là, puisque une bonne partie de notre énergie est basée sur l'hydraulique et nous souhaitons continuer dans cette lancée? Alors la bonne nouvelle, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, on est en multi-usage, donc 9 milliards 300 millions, ça veut dire qu'il y a de la place pour plusieurs usages concurrents, sans que l'eau potable ne soit perturbée par ça. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des seuils, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des systèmes pour que quand l'eau tombe, elle tombe à une période de l'année sur 2-3 mois, mais vous en avez besoin toute l'année. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas toujours ces seuils-là, dans le nord, notamment dans certaines régions, et donc l'eau, elle coule pendant les 2 mois où elle est tombée. Mais vous en avez besoin dans 6 mois, dans 8 mois, vous ne l'avez plus. Donc aujourd'hui, il y a des gros financements qui sont en cours de discussion. On parle de plusieurs centaines de milliards pour renforcer dans un certain nombre d'endroits les barrages, les seuils de retenue pour pouvoir justement utiliser cette eau toute l'année, même si elle tombe pendant 2-3 mois uniquement. Et après, je voudrais quand même dire sur la question du changement climatique, c'est aussi une opportunité. Aujourd'hui, les financements verts sont assez importants. On avait un collègue de l'Argentine, je suis dans une association qui sont les 300 sociétés d'utilities dans les pays émergents, et il nous disait que sur un financement vert, il était venu pour lever 500 millions d'euros et on lui a proposé 2 milliards d'euros. Il a appelé son président pour dire « je prends les 2 milliards d'euros ». Il a dit « non, reste à 500 millions parce que c'est ce que je peux rembourser ». Donc, autour de ce changement climatique, je crois que si on s'approprie tous, et on est tous en train d'y travailler, les opportunités que cela représente de montrer que ce sont des éléments soit d'adaptation, soit de gestion des risques climatiques, on peut trouver des financements. Et peut-être pour conclure, je voudrais féliciter mon voisin de droite parce que l'impact de la BOAD dans le secteur privé, je l'ai senti il y a quelques jours même pour des montants importants. Donc je confirme que la BOAD est efficace dans le secteur privé et nous accompagne. Merci. Je viens de voir qu'il nous reste 5 minutes. J'avais encore 2 questions. Je vais peut-être poser ma dernière question de conclusion à tous mes panélistes qui part un peu de ce que vous venez de dire. Comment est-ce que nous nous approprions notre développement industriel avec toutes les contraintes qui nous sont imposées? C'est vrai que les financements verts sont disponibles, mais ils sont contraints. Ils orientent seulement vers un type de développement et pour moi, nous souhaitons pouvoir avoir une certaine liberté de la marche, en tout cas, ou de comment nous voulons réaliser ce développement-là. Donc finalement, comment développer notre secteur industriel efficacement et durablement? Parce que c'est ça le sujet. Donc cette question, elle est pour chacun de vous et ça sera votre mot de fin, de conclusion. Je vais commencer par le ministre Billon, puisque à ma gauche. Bon, c'est-à-dire que la problématique de développement devient plus complexe pour nous, les nouvelles générations, qu'elle ne l'était hier. On nous demande de nous développer tout en préservant l'environnement, en protégeant les forêts, en polluant moins et en préservant l'avenir. Donc, pour nous, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire sans énergie, on ne peut pas faire sans s'industrialiser. Si les pays développés ont atteint un niveau qui leur permet de penser autrement, pour nous, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Mais nous devons quand même intégrer les questions
de développement durable, les questions de respect de l'environnement, les questions d'éthique dans les affaires, pour ne pas compromettre le futur. Donc ça a un coût plus élevé, mais on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. D'ailleurs, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on a perdu 20 millions d'hectares de forêt, et aujourd'hui, on le ressent. Quand vous prenez la route d'ici pour aller à San Pedro, autrefois, moi, je traversais une forêt, aujourd'hui, vous ne traversez pas de forêt. Donc, il faut qu'on corrige ça. Sinon, on va le payer autrement. On le voit déjà en termes de changement climatique. On voit le déficit en récolte de cacao aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on doit intégrer et on doit s'adapter. Bon, je vous remercie. Je vais passer la parole au président Ekwe, même si ma dernière question que je vous ai posée sur la décision et la volonté de dire nous n'aurons plus de financement pour les énergies fossiles, donc nous créons notre banque, dit tout autre chose que ce que nous allons dire et nous pensons tous les trois ici, tous les quatre ici. Oui, c'est une affirmation qui est complètement à l'opposé. Elle ne rentre pas dans le moule, en fait, de ce qui est voulu aujourd'hui et ce qu'on veut nous faire penser. Mais bon, je vous laisse votre conclusion, ce n'est que mon commentaire. Les banques de développement et singulièrement la BOAD a vocation à être ce que je vais appeler un interconnecteur entre ceux qui ont des besoins de financement importants, long terme et le moins cher possible, et ceux qui sont en excès de ressources, parce que nous sommes dans un monde vieillissant, avec une surépargne, je dis bien une surépargne, et cet argent a vocation, ces fonds ont vocation à aller où la rentabilité, où la sécurité sont assurées. La difficulté, voyez-vous, aujourd'hui, c'est que pour être cet interconnecteur entre ces deux mondes, on a besoin bien évidemment d'être une banque bien gérée, avec une gouvernance parfaite, etc., etc. Une banque bien dotée en fonds propres, avec la meilleure notation possible, qui évolue dans un environnement commercial le plus stable possible. Vous voyez? Donc, n'oublions pas que tout ce que l'on fait, individuellement et collectivement, a une incidence sur la perception que ce monde en surépargne a de nous, tout ce que nous faisons. Et ce qui est important aussi, et j'en conclus, c'est que la limite de ce modèle, c'est que, voyez-vous, quand la première puissance du monde qui a des déficits, le déficit budgétaire est de l'ordre de 5-6%, alors même que nous, quand on est à 3%, on nous tombe dessus, avec une dette abyssale, mais cette dette, il faut la refinancer. Et vous refinancez votre dette en maintenant un niveau de taux relativement élevé, entre 5 et 6%. Donc quand vous allez voir la retraitée de Californie qui a 5 millions de dollars à investir pour sa retraite, et vous lui dites, bon, vous achetez des titres d'État américains à 5,5, vous investissez en Afrique de l'Ouest à 6-7%. L'arbitrage est vite fait, voyez-vous. Donc on est dans ce monde-là, et plus la BOAD mieux la BOAD sera dotée en fonds propres, avec les meilleures notations possibles, plus elle sera capable d'aller séduire la retraitée californienne qui n'a qu'une seule chose en tête, c'est parce qu'on a un système de retraite par capitalisation, hein, c'est pas le moment d'ouvrir ce débat-là, mais c'est cette épargne-là qui, par définition, est une épargne de long terme, c'est de cela dont on a besoin. Merci. Merci. Je retiens votre mot de ce matin, politique budgétaire procyclique. Politique de développement économique procyclique. Alors, moi, je pense que il y a beaucoup de sujets qui ont été très bien couverts. Le seul, peut-être, sur lequel j'aimerais mettre ma conclusion, c'est la question de l'éducation et du développement des compétences. Je crois que c'est vraiment un des points clés, parce qu'on a vu, les défis sont très nombreux, donc il faut des gens compétents pour pouvoir être à la hauteur. À titre personnel, j'étais vraiment très fier lorsque, lors de ces salons, on échangeait et on s'est rendu compte que vraiment on est au standard aujourd'hui des pays émergents, Sao Paulo, Ankara, on s'est comparé avec un certain nombre de ces capitales de pays émergents et on est dans les mêmes pratiques, on a parfois sur certains domaines des mêmes indicateurs. J'étais très fier de mes équipes
Je parle du domaine de l'eau là parce que je reviens d'un salon, mais je pourrais dire la même chose sur le domaine de l'énergie. Donc c'est pour dire qu'on a du talent en Côte d'Ivoire, il faut les accompagner, il faut les former, il faut leur donner des plateformes où ils vont se frotter à l'état de l'art. Et avec ça, eh bien, ils pourront chacun dans leur domaine permettre à notre pays d'être à la hauteur des défis. Donc investissons dans le développement des compétences de nos équipes et de nos confrères. Merci. Tout à fait. Merci. Et merci d'avoir conclu sur ce point-là qui, effectivement, n'avait pas été assez mis en avant dans le cadre des éléments de compétitivité. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Malheureusement, je pensais avoir quelques minutes de plus pour passer la parole à l'audience, mais ça a été écourté. J'espère en tout cas que mes questions ont permis de lever le voile sur plusieurs aspects et que des questions que vous pouviez avoir ont été posées et répondues. Et donc, merci beaucoup à mes panélistes. Je peux prendre 2 questions? Ah, merci d'être arrivé, parce que les chaussettes rouges, mais j'avais un signe rouge ici qui me stressait depuis longtemps. Donc, on va prendre 2 questions dans le public alors. Oui, bon, malheureusement, on va prendre 2 questions. Si une dame veut lever la main, elle sera la bienvenue. Comme il n'y en a pas, 1 fois, 2 fois, dame, non, personne. OK. On va prendre un monsieur ici et le monsieur juste là. Voilà. Merci. Mesdames, j'ai tout essayé, hein, c'est toujours la même chose. Après, on va se plaindre. Oui, là. Monsieur qui est juste là. Et après, levez la main. Il y avait quelqu'un ici également pour qu'on vous identifie. Voilà. Bonsoir, chers panélistes. Je me représente Franck Assassi Quadio, je suis économiste junior. Ma question s'adresse principalement à Monsieur le Président de la BOAD. C'était pour lui demander comment se fait-il que dans un pays aussi attractif que le nôtre, la Côte d'Ivoire, il n'y ait aucun champion national qui exerce dans le domaine du cacao. Et récemment, il y a le DG de CEMOA qui expliquait qu'ils ont eu besoin que de 6 milliards de francs CFA pour pouvoir obtenir les résultats qu'ils ont actuellement. Et leur production de chocolat est possible grâce à 3% de la production nationale, c'est-à-dire 10 000 tonnes, juste avec 6 milliards. Est-ce que l'État ivoirien ou bien les institutions financières régionales sont vraiment là pour accompagner les entreprises africaines, ivoiriennes dans ce domaine, puisque jusqu'à preuve du contraire, le seul champion national dans le domaine de l'agriculture ivoirien, le seul championnat national ivoirien, c'est SIFCA. On n'en connaît pas d'autres et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce qu'on peut avoir l'autre question rapidement et on répondra aux 2 parce que le temps est assez court. Ok, merci. Donc, Davis, tout à l'heure, j'étais là. Le seul champion actuellement, c'est Sifka, mais le prochain champion, c'est moi. Donc, moi, mon problème est simple, c'est la banane plantain. Donc, ça fait 3 ans que je vends des chips à Dakar, que j'exporte. Les chips, là, j'ai commencé à les vendre ici. J'ai passé l'étape de la vente parce que j'ai développé une plateforme en ligne. On exporte et on vend directement. En 15 minutes, on livre. Donc, on exporte 1 tonne, c'est-à-dire 20 000 chips de 50 grammes et 10 000 chips de 100 grammes. Je passe à une autre étape de branding et je fais un packaging en BOPP, BOPP. Monsieur Billon, on ne vous a pas écouté, mais je vous ai entendu. Monsieur Charles-Jekoué, ce qui me fait, what keeps me awake at night, c'est de pouvoir changer les habitudes alimentaires. Je veux qu'on grignote avec nos légumes. Les légumes, on les change en chips et on les grignote. Ce que je fais avec la banane plantain, je peux le faire avec la patate douce, je peux le faire avec le manioc. Merci. 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 Je ne vous ai pas interrompu parce qu'il n'y avait pas de questions, mais ça valait la peine d'être dit. Donc, je vais vous laisser répondre parce que je sais, M. Keu, que vous devez partir. Je voulais essayer pour une question, puisqu'il n'y a pas eu de questions, si c'est possible. Non, nous avons terminé. Je ne sais pas qui a le micro, mais on va laisser mes panélistes répondre. On va laisser monsieur le ministre répondre. En réalité, la question sur pourquoi il n'y a pas de personnes dans le cacao, il faut savoir qu'on était leader mondial du cacao par le passé et nous avons disparu. Et l'ensemble des acteurs dans le cacao ivoirien ont disparu à l'époque, tout simplement parce qu'on n'a pas su protéger notre propre marché de l'entrée de multinationales qui étaient beaucoup trop puissantes pour nous et qui, en l'espace d'une saison, nous ont fait disparaître.
Nous, il a fallu 3 saisons, mais avant nous, il y a eu SICC qui est tombé, après il y a eu JAG et après il y a eu nous, un effet de domino. Hein. On a été victimes, je ne vais pas dire leur nom, hein, mais vous ne pouvez pas compétir contre des entreprises. Pendant longtemps, le marché ivoirien était protégé, et je pense qu'il faut une protection des entreprises nationales pour leur permettre d'atteindre une taille et une force suffisante pour faire face à une compétition internationale qui est beaucoup plus féroce, beaucoup plus forte que ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous avons disparu en une saison, tout simplement parce que on avait affaire à nos clients en réalité. Et on a permis à ces clients-là de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et en s'installant en Côte d'Ivoire, pendant que nous, pour pouvoir avoir un financement bancaire, on devait acheter le produit, nantir le produit, l'exporter, rembourser la banque, dénantir le produit, tous ces coûts-là qui augmentent le coût de l'argent, eux ne l'avaient pas. Parce que, comme ils nous ont dit, on n'a pas recours aux banques, on travaille sur fonds propres, on affrète nos propres navires et on exporte. C'était impossible pour nous de compétir. Donc on avait une taille trop grande pour rester un petit joueur. On a respecté nos contrats et on est sorti et ils nous ont racheté. Heureusement qu'on a fait une diversification par le passé. Mais c'est pour vous dire que malheureusement, il faut accompagner, protéger et soutenir ces industriels nationaux si on veut y arriver demain. Les Américains l'ont fait, les Européens l'ont fait, les Asiatiques l'ont fait et tous le font toujours, sauf qu'ils ne le disent pas haut et fort. C'est tout. Tout à fait. La protection. Merci beaucoup. Terminé, oui. Bon, merci. Nous avons terminé. Merci pour les questions qu'on a pu... Bravo pour le futur champion. Il en faudrait comme lui des centaines et des milliers dans le pays pour qu'on soit un pays développé. Merci.